Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Eh bien, je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, comme d'habitude, on est content de vous recevoir sur cette conférence web pour vous présenter un petit peu certains sujets autour de l'ARH. Et le point important aujourd'hui qu'on voulait partager avec vous, c'est le thème des élections de la fonction publique, puisque je suis aujourd'hui avec Catherine Grodidier, qui est notre directrice qui suit l'ensemble de cette opération qui est très importante, puisque c'est un enjeu fort aujourd'hui dans la fonction publique. L'année 2018 sera une année d'élection professionnelle qui va permettre à l'ensemble des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, de voter pour leurs représentants. Donc c'était important pour nous aujourd'hui de partager avec vous les nouveautés, le numérique, comment choisir entre le vote électronique, le vote hybride, le vote à l'urne traditionnel, et donc de vous apporter un maximum d'informations autour de cela. Alors, il y a une date, la date à retenir, mais je sais que vous l'avez déjà tous en tête, c'est le 6 décembre 2018. 6 décembre 2018, alors c'est comme en 2014, Catherine, toi tu as vécu les élections de 2014, Absolument. Qui était la première fois où l'ensemble de la fonction publique votait le même jour. Alors oui, la première fois en 2014, il y avait eu un premier galop d'été en 2010. On a su effectivement performer en 2014, et 2014, ça a été, on va dire, une découverte d'une fonction publique qui peut avoir des textes dans un socle identique et pourtant avoir des particularités qui font effectivement la différence de ces trois fonctions publiques. Alors, ce qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'est à la fois de faire un petit point réglementaire, parce que peut-on faire? Quelles sont les discussions qui sont en cours au niveau des protocoles d'accord en termes réglementaires? Et puis en même temps, de vous donner comment choisir en fait le bon média, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous dans les mêmes situations, on n'est pas face à la même structure, à la même organisation, les partenaires sociaux ont aussi leurs demandes. Donc comment on peut s'adapter à tout ça pour bien choisir le média? Et surtout, on sait très bien que les élections professionnelles, il y a un véritable enjeu. C'est un moment extrêmement important du dialogue social. C'est un moment qui doit être réussi. Donc, ça se prépare dès maintenant. C'est pour ça qu'on tenait absolument à vous en parler dès fin 2017, parce que vous avez déjà beaucoup de questions autour de ce sujet. Oui. On a l'impression que c'est loin, décembre 2018, non, c'est demain. Mais c'est demain. C'est demain. C'est demain, et on voit beaucoup effectivement d'organisations et d'établissements, des ministères qui sont déjà très, très en avance sur leur phase de décision. Pour certains, on a vu que le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale avait déjà effectivement fait des choix dans alors par rapport à leur contexte, par rapport à leur vécu, par rapport à leurs avancées, et puis aussi les lois qui ont été, on va dire, favorables au vote électronique et qui donnent un bel élan à ce média qui a été, on va dire, méconnu en 2014 et qui est en forte explosion depuis 2014. On va voir fleurir effectivement lors des élections de 2018. Merci Catherine pour la transition, parce que justement, on voulait commencer par vous faire un petit point de rappel sur ce que dit la loi en matière de vote électronique, spécifiquement pour le marché, pour la fonction publique. Il y a aujourd'hui, la réglementation, elle favorise le digital, et il y a surtout, je dirais, tout le monde aujourd'hui est d'accord pour expliquer que le vote électronique est une solution possible et une solution d'avenir. Alors, 3 décrets le disent aujourd'hui. Un décret de 2011 qui autorise le recours du vote électronique pour la fonction publique d'État. Et on a vu dans les différents appels d'offres des ministères dont tu veux parler que ça a eu un impact fort, puisqu'il y a plusieurs ministères aujourd'hui qui vont faire exclusivement du vote électronique, comme le ministère des Finances, de l'Économie et des Finances, par exemple. Vous avez la fonction publique territoriale qui avait
déjà entamé ce processus en absolument, 2014. absolument. Et puis, la fonction publique hospitalière, où il y a un projet de loi qui est en cours, le décret est en cours de parution, et qui permet aussi le recours au vote électronique. Et on a vu des hôpitaux déjà s'engouffrer dans cette brèche et en balayant finalement d'un revers de main les attentes. Voilà, donc on a des beaux exemples en cours. Donc en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, la réglementation, elle favorise le digital et la fonction publique donne même l'impulsion pour l'ensemble des entreprises. Avec ces 3 décrets, en tout cas, il n'y a plus de débat. Les différents décrets permettent en fait aux différentes organisations de pouvoir recourir aux médias qui leur conviennent. Donc, en tout cas, un point important qui avait été évoqué au mois de septembre lors des premières réunions de travail au ministère de la fonction publique, c'est de dire que le recours du vote électronique est possible, mais ne sera pas obligatoire ni généralisé, quelle que soit la fonction publique, que ce soit fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Donc ça reste une possibilité. Maintenant, on va regarder et voir un petit peu ensemble tout à l'heure comment choisir et faire le bon choix par rapport à sa situation. Mais avant ça, on voulait quand même vous faire un petit point de rappel sur un enjeu aujourd'hui qui est fort, qui est le RGPD. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est la nouvelle réglementation européenne autour de la protection des données. Alors, pourquoi c'est important par rapport au vote ? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il va falloir choisir un prestataire, alors déjà, potentiellement. Confier son fichier, sa liste électorale, confier chez ses candidats, et puis donc des données personnelles, puisqu'on a forcément, à un moment donné, on doit avoir des données qui sont propres à l'individu. On va lui affecter ensuite des codes, et ces codes doivent être absolument protégés parce qu'ils ne doivent resservir à aucun moment et pour aucune autre élection ou aucun autre événement que celui pour lequel ils sont appelés le 6 décembre 2018. Et c'est un point important parce qu'on a l'impression que le RGPD ne va pas forcément toucher ce type de prestations, mais si aujourd'hui, comme tu le disais, il y a beaucoup de données personnelles, quel que soit le type de vote d'ailleurs, puisque forcément, il y a une transmission des fichiers avec un certain nombre d'informations de données personnelles, quel que soit le média que vous utilisez, que ce soit quel qu'il soit, du VPC, du vote à l'urne ou du vote électronique, ou un combiné des 3 médias. Aujourd'hui, il faut faire très attention au respect du RGPD. De la transmission des données, de la sécurisation de la transmission des données, et puis des déclarations qu'on doit faire forcément, alors à la CNIL dans un premier temps, parce qu'on confie quand même son fichier électeur avec tout ce que ça comporte. Voilà, donc il y a des dépôts forcément, et quand on est dans un déclaratif CNIL, quand on est dans un déclaratif public, on n'est pas dans une même sphère que celui du privé où on ne fait qu'un déclaratif en disant voilà, je donne mon fichier. Là, dans le public, c'est quand même une démarche longue. C'est la raison pour laquelle on parle des élections bien en amont, c'est-à-dire une année quasiment avant, puisqu'elles ont lieu le 6 décembre 2018. J'insiste, je répète et je martèle cette date. Et on insiste effectivement sur le fait que, parce qu'ils ont aussi des démarches administratives lentes, d'accord, qui sont compliquées et qui doivent aboutir avant au moins le mois de mars. En tout cas, le choix du prestataire aujourd'hui, si vous souhaitez externaliser l'organisation de votre élection, doit forcément impliquer qu'il ait cette compatibilité RGPD, notamment pour protéger au niveau du système de vote les listes électeurs, les listes candidats, les comptes de supervision aussi, parce qu'il faut forcément que tout ce qui apparaît dans les interfaces de reporting soit anonymisé. Le matériel de vote, c'est exactement la même chose, qu'il soit papier ou numérique. Et puis, autre point important du RGPD, c'est que vous savez qu'on partage les risques entre l'entreprise, donc là en l'occurrence l'organisation d'État que vous représentez, et le prestataire et les sous-traitants du prestataire. Donc, l'avantage, je dirais, du RGPD, c'est qu'on est tous dans le même bateau, donc il faut tous qu'on fasse extrêmement attention sur les traitements liés aux données personnelles. Donc voilà, c'est important de faire un petit rappel sur ce sujet.
Et bien sûr, DocaPost sera compatible RGPD dès le 25 mai 2018. Je rappelle et la mise en application du règlement européen. Je rappelle déjà que nous avons un DPO, donc c'est quand même un facteur essentiel et c'est ça, je dirais, presque la clé de voûte du RGPD, de la mise en place et de sa normalisation, de sa mise en norme pour le mois de mai, effectivement. 25 mai 2018, vous avez vu, il se passe beaucoup de choses en 2018, 6 décembre 2018, 25 mai 2018. Il y a des actualités fortes qui vont nous accompagner tout au cours de cette année. Alors, les différentes solutions de vote et qui sont adaptées à la fonction publique, parce que quand on fait aujourd'hui des élections de CAP-CT, qui sont le CAP, la commission administrative et paritaire, le CT, le comité technique, oui. Il y a des particularités à respecter. Donc, est-ce que tu peux peut-être juste nous résumer les particularités par rapport notamment à un vote CEDP du privé qui sont... Alors, il y a une chose fondamentale qui les différencie déjà, c'est en termes de collèges, on n'appelle pas les collèges, on appelle les collèges des catégories. Elles sont divisées en 3, donc catégorie A, B et C. Donc ça, je dirais qu'en termes de substitution, on pourrait les assimiler à des collège 1, collège 2, collège 3, ou employés, cadres, enfin, assimilés et cadres. Voilà, donc ça pourrait être assimilé, sauf qu'on les appelle catégorie A, B et C. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que contrairement aux élections de la fonction privée, on va avoir des candidats qui sont représentés dans une liste, mais nous n'avons pas le droit dans la fonction publique de rayer le nom d'un des candidats. Contrairement à la fonction privée, où là, on a le droit d'ôter une voix à l'un des candidats de la liste. Donc c'est vraiment une notion qui fera la différence, parce qu'en termes de résultats, on va avoir sur le mode privé des élections en nombre avec le nombre de voix obtenues pour chacune des listes candidates, mais aussi un nombre de voix obtenues pour chacun des candidats qui sont présentés dans un certain ordre dans la liste, de telle sorte qu'effectivement, ils occuperont des fonctions s'ils sont élus a posteriori, donc comme trésorier, secrétaire, bref, ils auront effectivement ce choix. Dans la catégorie A, dans la fonction publique, on va élire des listes, et des listes qui sont propres aussi à la fonction publique. C'est-à-dire que quand je fais une élection de liste dans la fonction publique hospitalière, elle n'est pas du tout celle qu'on va retrouver dans la fonction collectivité territoriale. On a des agents qui ne font pas les mêmes métiers, voilà, donc ils sont rassemblés autour d'une catégorie, mais ils ne font pas les mêmes métiers. Alors, ce qui est aussi important de souligner, c'est que s'il n'y a qu'une seule date, c'est parce qu'on est sur un scrutin en un tour. Ah, il n'y a pas de deux tours. C'est un scrutin de liste en un tour. Absolument. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'organiser ces élections, en tout cas plusieurs médias qui permettent de les organiser. Vous avez le vote à l'urne, un vote très traditionnel finalement qu'on retrouve dans les textes et qui sont malgré tout ancrés. Hein. On ne va pas retirer quelque chose qui est omniprésent et depuis très longtemps. Hein. Il va disparaître au fur et à mesure, mais pour l'instant, on va dire qu'il a un côté rassurant, traditionnel, qui permet aussi, dans certains contextes, d'avoir un taux de participation à celui qu'on attend. Le vote par correspondance, beaucoup plus simple, bien entendu, notamment il a été utilisé lorsqu'on fait du vote à l'urne, donc ensuite généralisé, puisque le vote par correspondance, au départ, il est donné à ceux qui sont en congé, à ceux qui sont malades, et puis finalement, par extension, je dirais qu'en 2014, tout le monde, et dans les textes de la fonction publique, chaque individu devait recevoir un matériel de vote par correspondance qui favorisait aussi le taux de participation et ce qui était moins contraignant en termes de tenue de bureau. Parce que n'oublions pas que dans le vote à l'urne, il y a une contrainte qui est forte, c'est les ressources que l'on doit mettre en place dans la fonction publique pour tenir les bureaux à une certaine heure. Et ensuite, de faire le dépouillement. Parce que vous imaginez bien que quand on fait un vote le jour même, d'accord, derrière, il faut bien assurer le dépouillement. Et suivant le nombre, eh bien, ça peut durer plus ou moins longtemps. Voilà. Le vote hybride.
Alors, on a commencé à le voir un petit peu en 2014. Vu, oui. Là, on voit que ça peut être vraiment une solution qui peut amener voilà, c'est la solution intermédiaire qui va faire passer 2018 à 2022. Je dirais peut-être pas on a un coup de baguette magique, mais en tout cas, on va dire à un mode contemporain. Parce que l'idée, c'est ça, c'est rendre la fonction publique digitale. C'est de l'accompagner dans sa transition numérique. Parce qu'aujourd'hui, il faut effectivement, d'une part, convaincre, et de convaincre passe par une step intermédiaire, une marche intermédiaire, et cette marche intermédiaire, c'est l'hybride. On l'a vu fleurir un tout petit peu en 2014. Elle va être explosive en 2018. Alors certains feront le choix de finalement conserver le VTT, d'autres iront et balayeront d'un revers de main, comme je l'ai dit tout à l'heure, et s'engouffreront tout de suite dans le vote Internet, parce qu'ils auront effectivement toute l'assurance de faire, parce que je rappelle quand même que ça fait partie de négociations autour d'une table ronde. Il faut aussi que les organisations syndicales, et puis qu'on ait un directeur, on va dire, qui soit dans la mouvance. Donc ceux qui ont peut-être des difficultés à convaincre les organisations syndicales s'engouffreront dans un vote hybride qui permet justement de progresser et d'avoir un 2022 plus numérique, plus électronique que celui qu'on retrouvera en 2018. Sachant que c'est la fonction publique aujourd'hui et la modernisation de l'État est un moteur dans la transformation numérique en règle générale, et le vote électronique en fait partie. Donc, ça sera très intéressant aussi de voir ce mouvement où la fonction publique d'État est quand même, je dirais, plus en avance. C'est vrai que le décret de 2011, donc ça permet aussi de se dire qu'il y a une réflexion, oui, qui est plus ancienne, mais le vote hybride, c'est vrai que va permettre, je pense, à la fonction publique territoriale et hospitalière de rattraper un petit peu la fonction publique d'État. Après, il faudra être vigilant sur les budgets, parce qu'il faudra être effectivement accompagner, on va dire, la démarche. Une démarche économique aussi, parce que dans la fonction publique, les budgets sont présents. Donc il faut être un peu sioux, c'est les accompagner effectivement en disant que oui, peut-être il y a un investissement de départ, mais il faudra peut-être, c'est cette démarche-là qui va permettre justement les économies de demain. Sachant qu'aujourd'hui, le vote électronique, le quatrième média, est une solution qui a vocation à être plus économique, forcément. Et donc ça, c'est un des enjeux importants de la digitalisation des élections. Mais bien sûr, la digitalisation, le vote numérique, c'est forcément, on va dire, ce qui va fleurir demain, parce que on est tous nous sommes des objets connectés sur pied. Voilà, donc c'est vrai que nous, l'humain, nous sommes des objets connectés sur pied. On a vu fleurir ces 5 dernières années tous les médias possibles, et surtout tous les supports, les tablettes, les smartphones, qui peuvent, en termes de réponse à l'instantanéité, à la disponibilité, d'avoir des foules responsives, permet justement d'avoir cette autonomie, de cette solitude pour passer un acte citoyen, parce que n'oublions jamais qu'il s'agit d'un acte citoyen. Quand on fait des élections dans la fonction publique, on a un acte citoyen. Donc d'avoir cette disponibilité, effectivement, c'est une vraie liberté. Et c'est une liberté économique aussi pour celui qui l'organise. Donc aujourd'hui, le taux de participation va dépendre un petit peu déjà, l'offre flexible telle qu'elle existe, elle va permettre d'adapter aux besoins de chacun pour que le taux de participation soit le meilleur possible pour ces élections qui ont un réel enjeu dans le dialogue social. Donc vraiment, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on peut avoir un combiné de tout ça en fonction de son contexte. On peut très bien mixer du vote à l'urne, du vote par correspondance, du vote hybride, et que tout à l'heure, tu parlais de l'accompagnement. Oui. C'est là où il y a un enjeu fondamental, c'est qu'en fait, il faut adapter à sa structure, à ses agents, l'organisation des élections, et on peut combiner plusieurs médias. Il faut être à l'écoute, effectivement, de son contexte. En tout cas, lorsqu'on est présent, lorsqu'on accompagne un client, il faut qu'on ait toujours en tête son contexte, sa façon de... Et puis, n'oublions jamais que
ce que l'on fait le 6 décembre, c'est la stratégie sociale d'une entreprise, d'un établissement. Il va falloir effectivement que l'on compose d'une part avec les organisations syndicales qui sont présentes, parce que pour un jeu de pouvoir, il faut forcément un contre-pouvoir. Donc ça, c'est la loi, effectivement, et c'est notre démocratie. Dans le même temps, il faut donner à l'organisateur le choix de pouvoir adapter le média qui correspond à son contexte. En revanche, il faudra aussi l'orienter et ne pas lui faire choisir des médias qui peuvent être, on va dire, une contrainte dans son contexte. Par exemple, si je fais du vote à l'urne et que je fais du vote Internet, je ne peux pas forcément les opposer parce que quelquefois dans les textes, et c'est la raison pour laquelle c'est parfois un petit peu antinomique, on a des textes qui nous disent que le vote à l'urne prévaut sur toute forme d'autres médias, et dans le même temps, on sait très bien que le vote électronique, on doit l'arrêter forcément avant parce qu'il est impossible forcément de retirer quoi que ce soit lorsqu'on a voté par le vote électronique. Donc là, il y a des combinaisons de médias, il faut les accompagner, il faut accompagner nos clients, il faut accompagner chacune des fonctions publiques parce qu'elle répond aussi à des textes différents, des environnements différents. Ça veut dire que si on a un socle identique, on a quand même des paramètres, notamment dans la fonction hospitalière, on voit fleurir des choses qui sont un petit peu différentes, et puis surtout des agents qui sont dans les établissements, des regroupements par exemple de communes, où on a des volontés effectivement de progresser, mais la progression d'une petite commune n'est pas forcément celle d'une très grosse. Voilà. Donc c'est cette combinaison qu'il faut accompagner. Alors, si on s'arrête un petit peu sur le vote électronique, aujourd'hui, passer au tout électronique, les deux enjeux, c'est augmenter la participation, parce qu'on évite le déplacement, et puis parce qu'aujourd'hui, on est tous équipés au moins d'un smartphone qui est sur Internet. Donc, on a quand même l'outil et le matériel de vote dans sa poche. Et puis pour faire des économies, si je reprends un petit peu les différentes étapes d'un vote électronique, bien sûr, il y a la récupération des données clients. C'est un projet, bien sûr, et on va récupérer, bien entendu. Alors, l'avantage du vote électronique, et je reviens effectivement, c'est je n'ai pas besoin de trop de ressources. En réalité, une seule personne suffit, une seule personne chez le client et son backup pour pouvoir switcher en cas d'absence. Une seule ressource est nécessaire. Voilà, donc ça c'est un point important parce que la logistique de l'organisation. Mais c'est essentiel dans la fonction publique. On le voit tous les jours, notamment dans la fonction hospitalière. On entend cette souffrance qu'il peut y avoir chez les infirmières, un peu partout. Et donc du coup, l'organisateur, lui, qui doit faire ses élections, doit prendre des ressources en interne. C'est très compliqué. Donc effectivement, le vote électronique est fondamentalement, on va dire, une source de bénéfices et surtout il n'y a plus de contraintes. Donc, récupérer effectivement les données, c'est-à-dire la liste électorale de chacune des catégories par une table de supervision. Ça veut dire aussi qu'on est dans un système sécurisé, on en parlait tout à l'heure avec la RGPD. Et puis derrière, on va mettre effectivement une mise à disposition de la plateforme de vote. Alors, la plateforme de vote, en 2 minutes chrono, on peut effectivement voter. C'est tout l'intérêt, effectivement, de cette... Parce que quand on vote à l'urne, je me rappelle tout simplement qu'il faut aller se déplacer, montrer sa pièce d'identité, récupérer les documents, aller dans la vote, dans la petite urne, récupérer, mettre dans l'enveloppe, sortir, la voter, je signe. Enfin bref, il y a un cérémonial qui est indéniable et qui rappelle, qui sont les fondamentaux, je vous rappelle aujourd'hui, de notre démocratie, puisqu'il n'y a pas très longtemps, nous avons fait tous la même chose pour les présidentielles et législatives. Malgré tout, dans l'entreprise, on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, lorsqu'on a mis à disposition cette plateforme de vote, on va pouvoir voter, alors facilement avec des codes confidentiels. Alors qui peuvent être envoyés de différentes façons. Alors, aujourd'hui, là, on peut les envoyer. Alors, les médias sont par mail, par courrier. Voilà, donc là, on offre, on va dire, une palette par SMS maintenant. On pourrait éventuellement... Voilà, il y a différentes formes d'envoi des codes sécurisés qui vont pouvoir nous donner accès justement à cette plateforme sécurisée pour pouvoir voter. Et l'idée, c'est de voter en 2 minutes. Et alors, petite astuce, puisqu'on a des RH qui nous ont déjà posé la question, sur ces courriers qui envoient les codes, on ne peut plus mettre le numéro de sécurité sociale.
identifiant. Non. Avec le RGPD, on ne peut plus mettre le numéro de matricule. Non. Donc il faut bien penser aujourd'hui dans l'ensemble, et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes et des chefs de projet qui vous accompagnent, c'est que l'envoi des codes aujourd'hui qui permettent de voter doivent respecter, on sera le 6 décembre, donc le RGPD sera mis en place, l'ensemble des prérogatives du RGPD. Donc non, je le dis parce qu'on a eu la question pas encore la semaine dernière, est-ce que je peux utiliser le numéro de sécurité sociale comme je le faisais avant? Non, ça n'est pas possible. En réalité, on va vous donner on donne un mot de passe. Ni la date de naissance. Alors, on donne un mot de passe et ça donne accès effectivement à une interface et derrière, vous avez un code confidentiel qui vous est affecté et qui n'appartient qu'à vous. Voilà. Alors, si vous le perdez, bien entendu, vous pouvez au travers de la plateforme demander un code confidentiel, donc autant que vous voulez. À partir du moment où vous avez voté, donc l'avantage, par contre, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on passe d'un scrutin à un autre, c'est-à-dire que j'ai voté pour mes CAP dans ma catégorie, donc j'ai rentré tous les éléments nécessaires et notamment mon code confidentiel, eh bien, lorsque je vais passer à l'autre élection, c'est-à-dire l'élection CT, qui se trouve donc sur le même interface, parce que c'est l'avantage aussi de jouer, de voir plusieurs scrutins, on va me redemander ces éléments-là. On va me redemander mon code confidentiel. Ça veut dire que je ne vais pas de facto voter avec le même code confidentiel. Non, je respecte la loi et les obligations de la CNIL, c'est-à-dire que j'ai un code confidentiel pour chacun de mes scrutins. Donc, on a bien vu les avantages aujourd'hui du vote électronique. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va pouvoir rebondir avec vous. Sur le vote hybride, bon, c'est exactement le même process. Il y aura le temps de vote. L'avantage, c'est que vote électronique ou vote hybride, le bureau peut être ouvert plus longtemps. Oui. C'est la partie dépouillement aussi qui est importante. La partie dépouillement, donc comme je le dis et je l'ai dit tout à l'heure, le vote Internet prévaut sur tous les autres médias. Pourquoi? Parce que je donne une donnée électronique, donc j'émarge, et puis je vais voter électroniquement. Donc mon émargement tombe dans une urne électronique et mon expression de vote tombe dans une urne électronique à l'intérieur de laquelle il y a toutes les expressions de vote électronique dans un même serveur. Donc, inutile de vous dire que si je ne peux pas retirer un vote ou un émargement, donc c'est vraiment le vote électronique qui prévaut. Quand je vais voter par correspondance, eh bien, je vais avoir forcément les mêmes codes confidentiels parce qu'il faut que je puisse m'assurer que chacun des individus ne puisse voter qu'une seule fois. Donc, les codes confidentiels, 1, sont uniques, et 2, ils sont affectés aussi au vote par correspondance. Et lorsque, moi, en tant qu'individu, peut-être parce que je vais tester le système, parce que je suis un peu joueur, donc je vais effectivement m'assurer que l'ensemble de l'organisation fonctionne bien. Donc, je vais voter aussi par correspondance. Et lorsque je vais faire le dépouillement, je vais avoir ce qu'on appelle le fichier repoussoir. Donc, qu'est-ce que le fichier repoussoir? C'est la base des émargés de vote électronique que je vais introduire dans ma base de vote par correspondance. Et donc, je vais interdire le droit de vote par correspondance à tous les codes, d'accord, qui ont été émargés. Qui ont déjà voté. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'il y aura un bulletin de vote qui va passer, en tout cas une expression, un émargement qui va passer dans la machine de lecture, eh bien, il sera mis en rejet parce que l'outil de contrôle aura bien détecté que ce matériel sécurise les élections. Absolument. On sécurise les élections. Alors, il nous reste 3 minutes. 3 minutes pour en tout cas évoquer un point important qui est le kit de vote papier. Oui, aujourd'hui, les équipes, en tout cas de Caposte, et pour ça je leur dis bravo, ont vraiment utilisé l'expérience de 2014 pour mettre en place un matériel de vote papier qui correspond à l'ensemble des prérogatives du vote fonction publique et surtout qui permet d'optimiser l'affranchissement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui au niveau du matériel de vote, un des facteurs de coût, c'est l'affranchissement. Donc, d'essayer en inclus, de pouvoir avoir l'ensemble du matériel de vote et les professions de foi à un coût qui a été optimisé. Un coût réduit parce qu'on va effectivement faire de l'impression numérique sur bobine blanche. Et puis surtout, on va avoir des matières standards qui vont nous permettre de massifier l'ensemble des flux, d'accord, et puis d'intégrer forcément les codes. Un essentiel d'une élection, c'est l'intégrité, c'est-à-dire que j'assure à l'ensemble des organisateurs que les documents qui sont dans un PIS sont bien ceux
à qui appartiennent la composition. M. Martin reçoit bien les documents de M. Martin et pas ceux d'un autre. Alors, pour conclure, hein, ce qui est important, c'est d'évoquer ensemble tous les facteurs clés de succès. Et je crois que Catherine, tu les as évoqués tout au long de ce webinaire. C'est de dire que sur toutes les étapes qui permettent l'organisation d'un vote, donc de la négociation, excusez-moi, hop, je reviens en arrière, de la négociation du protocole jusqu'à la proclamation des résultats, il est important, quel que soit le choix de prestataire que vous faites, d'être accompagné dans toutes ces étapes. Je dirais que même avant la négociation du protocole, réfléchissons ensemble à ce qui est le mieux pour l'ensemble de nos clients. En tout cas, ceux qui sont ici présents, il faut avoir une démarche anticipée et ne pas attendre le protocole, parce que avoir déjà le protocole en tête, c'est travailler systématiquement dans l'urgence. Alors que si on a une vision systémique de tout ce qui peut se faire en termes de médias, en termes de capacité de vote, et en termes de problématiques par rapport à son contexte, c'est déjà gagner des étapes. Parce que lorsqu'on attaque le protocole, on a cette connaissance qu'on peut proposer effectivement. Et puis, je rappelle que les équipes de CAPOS sont disponibles pour participer aux tables rondes et pour effectivement, parce que le métier d'un organisateur, ce n'est pas forcément le métier des médias et ce n'est pas forcément le métier de CAPOS. Donc, et nous, on peut vraiment conseiller aujourd'hui. Il y a des économies à la clé. Il ne faut pas l'oublier, c'est un enjeu fort au niveau de la fonction publique aujourd'hui, on le sait. Écoutez, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci Catherine de nous avoir fait partager ton expérience sur le sujet, et tu fais partie de l'équipe qui va porter l'ensemble de cette opération. 6 décembre 2018, rendez-vous pour les élections de la fonction publique, et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres événements de CAPOS. Merci et à bientôt. Au revoir.